Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, le pack est au complet aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Notre Théodore de Saint-Rémy est de retour, notre ancien Racingman de 2 mètres. Comment tu vas mon cher Théo? Je vais très très bien. Et beaucoup malheureusement que les supporters de nos chers bleus et les bleus elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Écoute, on a la chance d'avoir un actuel Tuquette, hein, championne de France en ce moment, hein, qui est avec nous, c'est Amélie, qui était là dans le stade. Et en fait, j'avais une question. Amélie, tu vas démarrer la discussion. Comment t'as senti que c'était quoi l'ambiance dans le stade là ce week-end? Mais salut les garçons, ravi de retrouver Théo. C'était assez incroyable parce que même si j'étais à Exeter pour le premier match France-Italie, là c'était jouer les Anglaises chez elles devant leurs supporters. Et là on a vraiment pu prendre conscience de l'ampleur que prend le rugby féminin dans ce pays. Il y a une espèce de d'armada de supporters des Red Roses assez incroyable. J'ai vu des gamines de dizaines d'années complètement hystériques à l'idée de les rencontrer, de les supporter. C'était voilà intergénérationnel. Il y avait beaucoup de femmes et ça faisait plaisir à voir dans un stade. Euh, Honnêtement, au-delà de la capacité, de la densité physique dont on revient sur l'équipe des Anglaises, je vois pas comment elles pouvaient pas gagner avec un public qui les a portées comme ça pendant 80 minutes. C'était incroyable. Ouais. Peut-être avec des Françaises meilleures en face, Amélie, sans vouloir casser l'ambiance. Aussi, aussi. Mais en Parce tout que, cas, preuve du contraire, une équipe et son public n'ont jamais battu une équipe meilleure. c'est sûr, mais je reste persuadée que voilà, un stade entièrement dévoué à la cause d'une des deux équipes peut aussi jouer un rôle dans la victoire. Bien sûr. Et j'ai adoré les supporters anglais qui sont venus nous saluer. J'ai serré je sais pas combien de mains à la fin du match. Ils nous ont remerciés pour le super beau match des Françaises, malgré tout. Ouais, très impressionnée par ce public anglais, très chaleureux putain waouh, j'y étais quoi. C'était incroyable de vivre cette demi-finale sur place. Ça c'est fantastique que tu aies pu y aller. Je pense Mm. qu'effectivement, tu as dû vivre quelque chose de formidable. Nous, on était derrière l'écran, mais ça se voyait quand même. Ce que tu décris, Mm. on le ressentait tout à fait. Même si je pense que la performance des Françaises a aussi un petit peu refroidi le public anglais, le 16e homme, qui en l'occurrence était une 16e femme, sans doute, hein, parce que on va y revenir, mais on avait des chances d'y croire quand même pendant ce match. C'est ça qui est doublement rageant. La Oui, c'est ça, défaite et hein. la manière. C'est très très dur à accepter. À la mi-temps, ils étaient pas sereins du tout, hein. Ils le Absolument. disaient, tu sentais quand même les visages tirés et clairement, ça a été la première réelle opposition des Anglaises dans cette Coupe du Monde. Et on reviendra, hein. Il y a eu une heure où pendant, voilà, je pense qu'on les a fait douter et après, les Françaises ont craqué. Bon, écoute, on va aller dans les détails de ce match et aussi le match de Canada juste après. Moi-même, en fait, j'ai vu tous les matchs un peu en décalé parce qu'en fait, je suis vice-président d'une association qui s'appelle Les Petits Courageux. C'est pour le maladie de mon fiston. Et je voulais juste prendre ce temps pour remercier aussi mon ancien club de rugby, le ORC, parce qu'il y a longtemps, ils ont donné beaucoup de sous qui nous a beaucoup aidé à ce moment-là. Et aussi un grand merci à Recycling Rugby que en fait fin de l'année dernière en fait c'était des invités sur Pack the Pot, Lionel Kinadel et aussi Sébastien Nord aussi qui nous a donné un chèque à notre association pour 1 000 € quand même. Donc c'est vraiment grâce à ce podcast qu'on a pu le faire et aussi grâce à Recycling Rugby, un super organisation. Si vous connaissez pas, ils font des super sacs avec des ballons de rugby qui sont refaits dans un sac de cuir. Aussi ils donnent beaucoup d'argent aussi à la Serge Betson Academy. Donc on se trouvait super chanceux de que je voulais juste prendre cet instant pour dire merci à Recycling Rugby. Voilà. Écoute, on va démarrer avec ces deux choses, mais est-ce que vous me permettez mon petit minute américaine? Allez, Ouais, vas-y. évidemment, Thierry. Ah, c'est gentil, parce que quand même, USA, les hommes, on va être dans la Coupe du Monde finalement. Donc, on va aller à Australie. On a battu Samoa de 29-13, et c'est quand même important qu'on soit là avant qu'on reçoit le Coupe du Monde masculin et féminine dans les 2030. Ça aurait été vraiment, vraiment foireux, effectivement, de pas pouvoir faire cette Coupe du Monde en Australie, en étant le pays hôte 4 ans après, etc. Je reconnais que
c'était un passage obligé. Bon, j'ai lu des articles un peu mitigés sur la qualification des Américains quand même, sur le thème, bon, bah, les Américains y vont, mais en fait, n'importe qui peut être qualifié parce qu'il faut beaucoup d'équipes. C'était un peu négatif. J'ai pensé à toi, je me suis dit pas du tout. Thierry va être content. Ah oui, C'est amazing. Les Américains y sont. They did it. Et voilà. Et maintenant, force aux Eagles pour se préparer parce qu'en Australie, ça va quand même pas être simple. Ouais, ben, en espérant qu'on soit là-bas pour les rencontrer en vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ça reste notre projet, je te le rappelle. Ouais, c'est très bien. Et d'autres petites nouvelles, c'est que notre fameux américain, oui, pas vrai américain, on va dire c'est mais gallois, c'est Louis Rhys-Zammit là, il est de retour au rugby européen, il est à Bristol et voilà, il a fait son premier match de retour, il avait l'air assez rapide mais un peu nerveux aussi parce qu'il a marqué un essai, mais aussi il a pris un carton. Comme quoi, s'intégrer à l'écosystème NFL reste toujours quelque chose d'extrêmement difficile pour les gens qui sont pas issus de cette formation. Et ça souligne l'exploit de ceux qui y arrivent, qui viennent d'autres choses comme Richard Tarditz. Et on vous invite à écouter nos épisodes 22 et 21, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a 1000 ans, Thierry, Ouais. mais qui sont des épisodes fantastiques à propos de cette immersion d'un petit Français, un petit Frenchie dans la NFL. Et Philippe Gardon aussi, on avait pu parler avec lui par rapport à la NFL. Allez, je propose qu'on y va tout de suite parce que ces matchs, ça s'attend pas. Yes, sir. Demi-finale numéro 1, c'est Canada contre Nouvelle-Zélande. On a le haka à la féminine. Il y a plus une histoire, en fait, dans ce haka, plus que celle des mecs. Je trouve que les mecs, ils disent, on est là pour vous tuer. Nouvelle-Zélande, c'est le champion en titre. Canada, c'est l'équipe, on va dire, la plus captivante dans les matchs de poule, je trouvais. Ça tape fort dans les premières minutes et sur les deux côtés aussi. Les deux équipes, ils jouent propre avec peu de pénalité. Ils jouent rapide aussi. On parle là de rock speed. C'est, en fait, les deux plus rapides équipes dans ce Coupe du Monde. Le 9, Pelletier, est vraiment déjà en jambes. Il va finir un joli essai avec un petit fin de passe sympa. 7-0 pour Canada. On est dans le match, on va dire, assez égal entre les deux. Canada ne ralentit pas du tout sur la prochaine coupe d'envoi. Le numéro 3, elle va gagner 20 mètres toute seule. Et oui, on avait déjà dit la semaine dernière, ils font travailler des avants jusqu'à la 50 mètres. Et après, ça ouvre des espaces derrière pour les pour des arrières rapides comme Shell. C'est Asia Ruster qui va marquer le deuxième essai avec un joli refus. 12-0 pour Canada. Nouvelle-Zélande se regarde un tout petit peu étonné. Mais elles reviennent dans le match assez vite aussi avec une interception du 8, Baker, qui a fait un super match, mais bon, cette action n'a pas fini. Shell est très rapide, Do Good va commencer à gratter des ballons, 23 minutes, gros travail des avants avec des pick and go magnifiques, et ça sert à gauche pour ouvrir l'espace à droite, et c'est la 13 de Canada qui va marquer facilement. Poteau sortant pour Do Good quand même, le numéro 4 qui fait des jolis coups de pied, des pénalités et des transformations, n'est-ce pas mon cher Théo? 17-0 quand même pour Canada. Le réaction des Black Ferns est immédiate, des avants qui courent, qui passent et qui déblayent. 17-7. 23 minutes et ce match est assez déchaîné maintenant. Les deux côtés sont relâchés et dis donc que c'est costaud dans les impacts et dans les rocks. Pelletier, le 9, va faire un petit passe de chef pour son capitaine Do Good, qui va marquer son essai 24-7. Le 8, Black aussi, va faire un bel match. Mais les passes des Canadiennes sont vraiment annotées, elles sont très à l'aise. Deuxième mi-temps, la dominance du Canada va continuer. Crochet intérieur du 12 et on dirait elle est Irish plutôt avec ses jolis cheveux roux. 31-7 et personne n'aura cru ce score. La défense des Canadiennes fait reculer les Blacks, c'est étonnant. Grâce à des actions perso quand même, des Black Ferns arrivent à avancer, notamment encore le 8 Baker qui a fait un sacré match. Je pense que 200 mètres parcourus pour elle. Le jeune McGee aussi se réveille, elle échappe sur le côté droit. Et voilà, 5 mètres, elle est sur les 5 mètres des Ferns, elle a l'air plutôt déterminée pour marquer. Voilà, elle a aussi l'air d'être un terminal, mais c'est normal parce qu'elle a 18 ans. Et voilà, la 6 va le mettre cet essai pour les Blacks. 31-14. 57 minutes et ouf, le choc de Pelletier qui va prendre en cherchant un ballon haut. Mais ça va pas la ralentir, 60 minutes et c'est vraiment du très beau rugby sur les deux côtés. Finalement, on a la première pénalité contre les Canadiennes. C'est assez incroyable. Le 9 des Blacks va avancer bien, mais c'est Cash Apps, la remplaçant qui va le plaquer et forcer le turnover. Mais c'est les premiers signes de fatigue quand même quand on va dire Canada avec des pénalités, un brillant passe au pied et voilà, Maggie va marquer pour Nouvelle-Zélande 31-19, 15 minutes à jouer.
C'est reste assez rouge, on va dire. Le Do Good va ajouter 3 points de pied, 34-19, et voilà, le 8 rouge qui a tout donné. Je sais pas combien de plaquages elle a fait, elle, mais c'est vraiment Do Good qui crève l'écran à ce fin de match. Elle va faire une interception et court 30 mètres, vraiment 2 minutes à jouer. C'est incroyable. Voilà, ce match est quand même assez incroyable et ça finit avec Canada qui va en finale. Et, certaines choses qui ont crevé l'écran, notamment Sophie De Goud. Les nominations de World Rugby sont tombées aujourd'hui. Elle fait partie des 3 nommés pour le titre de joueuse de l'année, entièrement méritée. La demi-mêlée qui joue à Bordeaux, qui évolue, donc que les joueuses d'élite 1 connaissent parfaitement, assez monstrueuses de réalisme, qui ont appliqué un jeu très propre avec très peu de pénalités. À la mi-temps, il n'y avait pas une seule pénalité de concédée. Ça montre tout le self-control qu'elles ont montré durant ce match, qu'elles ont mené du début à la fin. Et cette qualification, elle est amplement méritée. C'était une demi-finale de très haut vol. Oui, moi j'ai été complètement bluffé par ce match. Je crois que c'est tout simplement le plus beau match de rugby féminin que j'ai vu. Ça fait un certain temps que j'en regarde. Je suis parfois un petit peu désabusé de certaines phases de jeu où parce que c'est un sport qui s'est professionnalisé récemment, etc., où il y a une absence de maîtrise. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce match-là, je l'ai pas vu. J'ai vu du très haut niveau des deux côtés. J'ai vu une équipe canadienne incroyablement sûre de sa force. Et je pense que ce sont des adversaires redoutables. Et j'ai vu des lèses aussi du meilleur. C'est-à-dire que, vers le milieu de deuxième mi-temps, on comprend que c'est perdu. Et elles sont capables de jouer 5 minutes, 10 minutes avec bon jeu d'affilée sans faire aucune faute technique, en faisant des bons choix, en allant marquer et en montrant quel est leur rugby. Donc j'ai été vraiment bluffé, absolument bluffé. Vous avez cité Sophie De Goud qui, moi, en plus, me fait rêver parce que c'est une deuxième ligne qui bute, comme John Hills à l'époque et comme moi, j'aurais rêvé de l'être alors que j'étais incapable de transformer une transition même en face des poteaux. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Le petit clin d'œil fantastique au rugby français, c'est que ça s'appelle pour beaucoup Ménin, Pelletier, Paquin, Tessier. Donc t'as un petit peu l'impression que c'est l'équipe de France qui joue. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Et franchement, je pense que les Néo-Zélandaises ont été prises à la gorge par les certitudes des Canadiennes. C'est du très haut niveau. Et je dirais pas que le France-Angleterre, de ce point de vue-là, a rivalisé. Pour moi, on était vraiment un cran en dessous sur la qualité technique et la qualité de ce qui a été présenté dans ces 2 demi-finales. Effectivement, il y avait beaucoup plus de déchets côté français et anglais, d'ailleurs. Les Black Ferns ont été repoussés dans le retranchement. Moi, j'avais noté pendant les matchs de phase de poule que c'était pas totalement propre. On parle d'une équipe qui répond présent aux grosses échéances dès qu'on passe à des matchs à élimination directe. Ça va en fait être présente au moment. Et là, en fait, à force de repousser cette échéance, elles ont été surprises et dépassées, on peut le dire, dépassées quand même. Ouais, le manque d'opportunisme, les quelques petites fautes que tu peux plus te perdre en demi-finale, elles l'ont payé cash. Et effectivement, ces Canadiennes sont arrivées avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de qualité technique. Il y avait rien, en fait, rien ne pouvait les empêcher d'atteindre cette finale. Je pense que la finale est extrêmement ouverte et que les Canadiennes vont avoir vont donner vraiment du fil à retordre à ces Anglaises. Alors c'est vrai que les Anglaises, elles sont programmées pour aller gagner cette finale. C'est chez elles, ça fait longtemps qu'elles le disent. Elles se sont pas du tout affolées contre les Françaises, même si elles ont été malmenées. On a toujours senti que c'était quand même pour elles relativement maîtrisé comme exercice. Mais là, les Canadiennes, pour moi, c'est une autre paire de manches. Elles sont quand même deuxième nation mondiale aussi, donc c'est pas complètement par hasard. Finale de Coupe du Monde 1 et 2 en fait. Donc d'une certaine manière, on disait les Black Ferns sont perdus, etc. Ouais, mais il y avait pas mal de choses qui pouvaient quand même présager de cette finale. Moi, je pense que ça va être une belle finale et puis ça va nous permettre de soutenir des noms francophones contre les Anglaises en finale de la Coupe du Monde. Et moi, ça va me faire mon petit plaisir. Ça va me faire mon petit match.
Pour la France, c'était plutôt une semaine difficile et ça se voit dans nos compos. Tout de suite, on a Axel Bartomeu, le troisième ligne qui était exclu 9 matchs, qui a mordu quand même son vis-à-vis au Wafer la semaine dernière. Il faut pas faire ça, les jeunes. Notre capitaine Feliu aussi n'était pas là à cause d'un plaquage un peu haut quand même la semaine dernière. Donc aussi, les jeunes, il faut pas plaquer haut non plus. Voilà, Grisé qui nous a libéré avec un essai méga important la semaine dernière, elle est pas là. Notre 10, Lina Keroy non plus, pas disponible. Et bien sûr, le Bigot, qui avait un super entrée en jeu en talonneur la semaine dernière non plus. Donc, ça fait 5, on va dire, sur notre 15 potentiels titulaires qui sont pas là. Donc, dommage. Bon, silver lining, comme on dit en anglais. Il y avait quand même Arbez qui était en 10 et Boulard, que j'aime beaucoup, qui était finalement qui était mis sur le compo. Voilà, pour l'Angleterre, c'est des stars un peu partout. Butterman et Cocaine en première ligne avec des nouveaux modes aussi. Adcraft, la capitaine, Megan Jones qui est aussi un des top 3 personnes nommées pour meilleure joueuse de l'année, Abidao et surtout c'est Ellie Kildun. En fait, j'écoute pas mal de podcasts aussi en anglais et il disait qu'elle était pas contente de bon, déjà semaine dernière elle n'a pas joué, elle avait joué un mauvais match d'avant et voilà, elle avait très très faim. On peut dire que ça se voyait très très vite aussi. Le match démarre et c'est plutôt bien pour nous. On est dans leur 22 avec quelques percées sympas par Filiou et RB. Kildun a envie de courir et elle le montre vraiment, elle est dangereuse déjà 2 ou 3 fois avant de faire un exploit personnel, un essai de 50 mètres à la 5e minute. C'est 7-0 pour les Red Rose. Mais la France ne tremble pas. On demande la mêlée à presque 50 mètres. Le ballon est glissant, on n'arrive pas à avancer. C'est notre pilier Brousseau, je trouvais qu'il était vraiment en forme. Kaliarbe, elle court bien, mais elle passe peu. C'est difficile d'avancer contre cette défense anglaise qui a tendance à gratter. On n'est pas assez protégé. On a beaucoup de ballons, mais 0 point pour l'instant. À 22 minutes, c'est Arbé sur le côté gauche et c'est Manager et Escalado sur la côté droite. C'est Sanstu va essayer plusieurs fois de mettre cet essai et finalement, c'est le 13 Condé qui va réussir à le mettre, mais on rate la pénalité 7-5 toujours pour les Anglaises. Bravo les filles, il faut continuer. Vernier qui va gratter un ballon, mais Butterman va faire la même aussi. On résiste à une attaque plutôt déterminée des Anglaises. À 33 minutes, c'est Pauline, notre support numéro 9, avec un super coup de pied pour le manager qui manque son passage à Champon, qui est dommage parce que c'était vraiment très très beau. On arrive quand même dans l'an 5 mètres et manager va mettre l'essai, mais non, dommage, en avant. Condé et RB nous offrent une opportunité avant le mi-temps, mais Butterman est toujours là. On va finir le mi-temps 5-7 quand même, mais on les a mis sous pression, les Anglaises. Ouais, on a un match qui est très serré à la mi-temps. Alors, on va pas se mentir, 5-7 au bout de 40 minutes, on a quand même, je pense pour beaucoup, cru qu'on aurait pris une piquette dès les premières 40 minutes. Donc, un score qui est plutôt satisfaisant par rapport à ce qu'on a pu voir dans le match de préparation à Mont-de-Marsan. Donc, très prometteur, mais déjà beaucoup de gâchis. Là, Romane Ménager qui lâche pas son ballon. À un moment donné, tu peux pas sauver la patrie toute seule. Il y a Champon qui est toute seule, pour le coup, qui avait plus qu'à y aller en marchant. Et ce manque de réalisme sur les finitions en attaque nous coûte très cher. Gabriel Vernier qui fait un en avant sur sa passe sautée, c'était le coup à jouer parce que ça montait très très fort en défense sur les lignes de 3 quarts. Ça aurait pu passer, voilà, ça passe pas, ça se joue à pas grand chose. On a donné beaucoup d'énergie dans ces premières 40 minutes. On y croit, à ce moment-là on y croit. Mais c'est ultra frustrant, hein. Moi j'étais du très bon côté, j'étais sur les essais refusés et l'essai marqué par Nassira, j'étais juste devant. Je pense que j'ai cassé les oreilles de tous mes voisins dans le stade, mais en tout cas à ce moment-là on y croit. Il y a la place, on se dit pourquoi pas, on peut faire le hold-up. Oui, on peut faire le hold-up, on y croit, et à la fois 5-7 à la mi-temps, c'est un très bon score par rapport à ce qu'on craignait. Mais c'est un très mauvais score par rapport à la domination française de la première mi-temps. C'est pas possible de passer derrière en ayant autant eu le ballon, en ayant eu autant d'occasions. Et les Anglaises doivent être à 0. L'essai qu'elles prennent, je suis désolé, tout le monde dit que c'est Kildun qui fait un exploit, mais c'est pas vrai. La défense de Pauline Bourdon-Census sur cet essai est catastrophique. Il n'y a pas de surnombre. Elle est le long de la touche, elle rentre défendre sur la fille qui fait la passe et elle laisse un boulevard à Kildun. Ça n'est pas acceptable, en fait. On peut pas commencer une demi-finale de Coupe du Monde en faisant des boulettes pareilles. Donc, pour moi, la sanction, elle est sévère,
mais elle est normale ou gentille avec Ménager quand tu dis elle la donne un peu tard. C'est inadmissible. C'est école de rugby de donner ce ballon. Tu fais ça le mercredi soir au Tuquet, tu te fais insulter. Oui, moi Ça n'est pas possible en fait. Alors heureusement que j'avais pas un micro sur moi à ce moment-là. Non mais moi je suis désolé pour elle parce que si tu veux, moi je suis complètement partagé entre l'admiration que j'ai pour ces filles qui avec 5 titulaires de moins sont venues mourir à pas grand chose, c'est vrai. Et je leur rends cet hommage et je sais leur engagement, etc. Et à la fois, si elles veulent être dans le haut niveau, faut qu'elles acceptent d'être critiquées comme des joueuses de haut niveau. Et elles peuvent pas faire des erreurs de cadettes en demi-finale de Coupe du Monde en disant on veut être considérées comme des joueuses de haut niveau. Ça n'est pas acceptable. Donc, moi, je suis complètement désolé qu'elles tournent à 7-5. Elles doivent tourner à 18-0. Les 2 points de laissés par Bourgeois. Avec cette domination, elles doivent tourner à 18-0. Donc, moi, je sais que le match est perdu quand elle tourne à 7-5 avec la deuxième mi-temps qui s'annonce. Pour moi, j'y crois déjà plus, en fait. Parce que je me dis, si en dominant comme ça, elles sont à 7-5, ben, jamais elles y arriveront. Parce qu'elles peuvent pas faire une deuxième mi-temps en dominant autant les Anglaises. C'est impossible. Il fallait monter dans le train. Quand le train se pointe, la sirène sonne, faut monter. Sinon, le train part et on est tout seul sur le quai. Bon, nos chers écouteurs, si vous voyez pas ou si vous entendez pas, en fait, ça, c'est le voix de Théo, entraîneur aussi, parce que t'es quand même entraîné. Donc, quand il parle d'entraîner des cadets, etc., bah, c'est ton expérience d'entraîneur, j'entends aussi. Amélie, est-ce que t'as un remarque par rapport à tout ça? Non, il a totalement raison. Hein. Tu le sais que si tu marques et qu'à la mi-temps, tu es devant au score, hein, on laisse quelques points au pied, on a des essais qui sont pas concrétisés. Dans la tête des Anglais, ça peut être beaucoup plus dur au retour des vestiaires. Là, elles mènent. Elles se disent, OK, les Françaises n'arrivent pas à passer. Nous, on y va une fois, on marque. Là, la pression, elles l'ont pas à ce moment-là. Elles se disent, on arrive à les tenir, les Françaises. On est un peu malmenées, mais on tient. Elles n'arrivent pas à passer. Et du coup, on va les crever en deuxième mi-temps. C'est exactement ça. Et le coach, à la mi-temps, il leur dit, les filles, OK, vous m'oubliez cette mi-temps. Vous menez de 2 points. Vous devriez en avoir 18 dans la musette. Donc maintenant, il y a 0-0. Vous m'allez leur foutre 30 points en deuxième mi-temps, comme on sait faire contre les Françaises. Et c'est maintenant que le match commence. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Mais si elles étaient à moins 18 ou moins 15, comme elles auraient pu être, c'était pas du tout la même limonade. C'est ça qui est rageant. C'est pour ça que je suis un peu passionné, un peu déçu, parce que je suis déçu pour elles, en fait. Mais je trouve que... Bon, je te laisse parler de la deuxième mi-temps, Thierry. Allez, deuxième mi-temps commence et on peut le croire, c'est vrai. Mais les piliers anglaises vont nous faire mal. Kildune avec un petit passe de merveille qui était heureusement en avant. Les Anglaises, ils ont beaucoup d'énergie pour l'instant. Vernier et Roseby vont gratter ensemble. Kildune va chambrer un peu les Bleus. Maul dévastateur en fait de 20 mètres. C'est Cockayne qui va mettre l'essai des Anglaises 14-5 autour de 50 minutes. Vernier court comme elle a 0 gramme de porc dans son corps. C'est incroyable. On a des opportunités, un gros travail des avants. C'est Kelly Arbé qui va mettre l'essai pour la France dans le coin. 14-12, toujours pour les Anglaises. À la 53e minute, beaucoup de remplacements sur les deux côtés. Le bleu commence à croire quand même, mais Abby Dow est fait mal. Et aussi Natasha Hunt, elle chasse l'essai. C'est Abby Ward qui va la mettre. L'écart commence à creuser 21-12. On essaye, mais les dieux de rugby ne sont pas avec nous. Et surtout, c'est l'incroyable Kildune encore qui est partout dans ce match. 2 essais et 208 mètres pour elle. 12-28. Toujours pour l'Angleterre. Il y a, Boulard qui entre en jeu. Elle va faire un passe décisif pour le deuxième essai de Condé, mais ça va être too late. 17-28. 7 minutes à jouer, mais la pente est raide face à des Red Roses qui va marquer l'essai final. 17-35. Rien à dire sauf good game. C'est ça qui est épouvantable. Je t'entendais Amélie tout à l'heure dire, en plus, les supporters étaient sympas, ils nous ont embrassés, ils nous ont dit que c'était un super match et tout. Mais moi, je peux pas piffrer les Anglais qui nous disent good game. Je ne peux pas les piffrer. Donc, ça m'a rendu dingo. Évidemment, ça sentait le good game à 3 kilomètres. Là, je n'en pouvais plus. D'ailleurs, je me suis barré tellement ça m'énervait. Et vraiment, j'ai les boules. Voilà, j'ai les boules. Et tu dis Kildune, super action. Non, c'est pas vrai. On lui fait un coup de pied qui ressemble à rien de Marine Ménager. C'est quoi ce coup de pied? On lui donne le ballon, elle va marquer. Bien sûr qu'elle a les cannes, elle arrive avec 25 mètres d'élan sur des nanas arrêtées. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de pied? Donc, moi, j'étais, très, très, très déçu, un peu colère, admiratif
aussi de certains aspects de ce match. J'ai découvert Gabrielle Vernier, je connaissais bien, mais Condé, je la connaissais pas. J'ai été fasciné. Elle marque 2 essais. Je trouve que c'est une joueuse absolument topissime. Je trouve que la petite Féléou a fait son match. Sa sœur était pas là. Elle a joué pour 2. Elle a été énorme. Et la pilier Brosseau, elle m'a fait rêver. Voilà. Mais tout le reste, je suis pas sorti de l'énervement. Donc c'est incroyable parce que c'est quand même là on enregistre, c'est lundi soir, il est quand même romancé. Ah, je suis encore dedans. 2 jours après. Vas-y Amélie, c'est quoi ton retour? Oh, ouais, c'est pareil, hein, j'ai un peu de mal à redescendre. En plus, moi, je suis rentrée que hier soir après un passage en Irlande pour arriver à Toulouse et être présente ce matin au boulot. Ouais, c'est ultra frustrant parce que alors, t'imagines, nous, on est supporters, hein, on se refait le match, on se refait les actions. Il n'y a rien de pire de toute façon, hein, les joueurs, on a tous vu ça, des matchs où tu sais que tu aurais dû faire autrement. Mais voilà, Gabrielle Vernier, elle en a pris mais plein la gueule tout l'après-midi. Mais comme d'habitude, hein, Gabrielle Vernier, elle laisse pas sa part au chien, comme on dit. Hein, elle a été monstrueuse. Mais j'aurais aimé que toutes les joueuses en fassent autant. Pour moi, il y a un problème de coaching aussi. Il y a des joueuses qui n'ont pas répondu présentes pour une demi-finale de Coupe du Monde. Là, le coaching, il est pas bon. Kelly Harvey, à un moment donné, ne court même plus en fait sur le terrain. Elle marche. T'as Émilie Boulard qui a fait de très très bonnes rentrées pendant les matchs de poule, qui était même pas dans le 23 au départ. Hein. C'est sûr que Johanna Grisette, elle est pas là. Elle fait voilà, elle manque. Mais pour moi, il fallait faire parler l'expérience et rentrer plutôt Émilie Boulard. Et j'en démords pas. L'absence de Manon Bigot, c'est une honte absolue. C'est incompréhensible. Surtout qu'elle nous sauve avec le match qu'elle a fait, l'entrée. Non mais voilà, c'est elle. Hein. On a les images du laisser de 80 mètres de Johanna Grisez. Oui, elle court très vite, c'est une settiste et c'est son job. Mais le job qu'elle réussit, il est aussi fait en très grande partie par Manon Bigot qui arrive à gratter ce ballon. S'il n'y a pas le grattage, elles ne sont même pas en demi-finale. C'est pas compliqué. Mais voilà. Hein. Donc là, le coaching, il est naze. Il est naze sur la compo, sur certaines choses. Il est naze pendant le match. En fait, je suis même à 2 doigts et j'ai pas envie parce qu'en fait, je connais plein de filles qui vont faire cette match pour la médaille de bronze et je serais mais tellement heureuse pour celle, pour qu'elle l'ait. À un moment donné, tu as envie de dire, bah tant pis, s'il faut que la France finisse 4e, qu'on puisse enfin comprendre qu'il va falloir mettre des sous pour être championne du monde et qu'il va falloir aussi mettre des entraîneurs qui n'ont pas joué avec les joueuses qui sont sur le terrain, parce que je pense que ça dessert aussi. Donc là, voilà, il y a plein de choses. Alors, c'est facile à le dire derrière notre télé, derrière notre ordinateur, quand on fait les podcasts. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait, dans les compositions, quoi. C'est marrant, Amélie, parce que pour la première fois, j'avais entendu la même chose dans les presses anglaises aussi, parce qu'il disait cette équipe de France est tellement douée, avec beaucoup de talent, et il disait exactement la même chose que en fait, c'est devrait être les coachs qui tournent, en fait, parce que c'est dommage, c'est dans une histoire un gâchis, c'est leur mot, pas la mienne, mais il disait quand même un gâchis de talent au niveau des talents françaises, parce qu'on, tu vois, ça fait plusieurs fois qu'on est vraiment tout près de battre les Anglaises quand même. Je voulais juste finir avec Vernier. Moi, j'avais mis dans mes notes pound for pound. En fait, quand on dit ça en anglais, qu'on dit c'est des boxeurs en fait de tous les tailles, tu vois, parce que parfois tu as des welterweight, des tout petits, des gars qui pèsent pas grand chose. On dit parfois c'est des pound for pound, c'est que c'est kilo pour kilo, elle est vraiment la meilleure joueuse sur le terrain, quoi. Tu imagines qu'elle avait 20 kilos de plus, comme elle détruit tout le monde, c'est un truc de ouf. Elle détruit tout le monde déjà avec sa petite taille, mais elle est vraiment une super joueuse. Donc voilà. Oui, et puis à contrario. Je pense que malheureusement la charnière a pas fait un gros match, hein, pas mal de mauvais choix, très peu de finalement de tranchants de Harbez qu'on n'a pas tellement vu. Complètement passé à côté. Ce match. Au pied, qui est pas du tout là. Passé à côté. Un jeu au pied qui est pas assez précis, qui est pas assez prompt, enfin, beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, je pense qu'il y a effectivement des leçons à tirer de tout ça. On peut toujours dire c'est le manque de moyens et tout, je suis d'accord. Mais regarde les Canadiennes, elles ont moins de moyens que nous. Donc à un moment, faut aussi arrêter de se cacher derrière son doigt. Le Canada, c'est une micro-nation au rugby. Si les nanas en sont là, c'est aussi qu'à l'intérieur de l'équipe et sur les 15 nanas qui sont sur le play, les 7 qui sont sur le banc et compagnie, bah, elles sont au rendez-vous. C'est-à-dire qu'elles sont en mode compétition, pas en mode je me plains, je trouve des excuses et on n'a pas de bol, ça fait 17 fois qu'on perd.
17 fois qu'on perd contre les Anglaises d'affilée. C'est-à-dire, à un moment, il va même falloir faire quelque chose. D'autant plus que le championnat canadien, voilà, sans prétention, on peut dire qu'on n'est quand même pas du même acabit que le championnat anglais ou que le championnat français, qui est quand même de très très bon Déjà, niveau. le sol est gelé pendant 6 mois par an, elles ne doivent pas jouer souvent. En plus, J'arrête les vieux clichés foireux. Théo, calme-toi. Allez, on va passer la semaine prochaine quand même, parce que on a un dernier match, les gars. Hein, et moi, je suis toujours Mr. Positive, hein, Monsieur Positive. Là, il faut se remettre quand même. C'est difficile après un défaite comme ça. On va dire quelle équipe est à la plus fin quelque part. Donc, je t'ai bien entendu à Mali, mais quand même, moi, je pense qu'on finit 3e depuis un certain temps. C'est quoi, nos 6e, 7e, 6 fois déjà qu'on est 3e, il me semble, dans la Coupe du Monde. 7e point, ça ferait pas de mal. Et voilà. Et après ça, c'est à 13h30, il me semble, ou peut-être 14h30 pour nous, oui, en France. 13h30. Et donc, et voilà, donc 17h pour Canada. Le match tout rouge, on va dire, Canada contre l'Angleterre, 17h. Franchement, samedi, il s'est au complet devant la télé, ça c'est certain. Et petit, moi j'aime bien France 2 avec Mathieu et Safi NDI. Je trouvais que c'était un super boulot. Mais TF1, franchement, ils ont fait un bon boulot, je trouvais aussi. Oui, c'était correct. Ouais, ils ont mis les moyens des deux côtés, c'était bien. Tout le monde est content à partir du moment où il y a de la visibilité, et puis les audiences sont là. Donc ça va peut-être aussi changer les choses. Il y a eu des annonces cette semaine, hein, le président de la FFR a annoncé le naming de l'élite 1 avec l'entreprise AXA. Ça veut dire qu'on met des billes, hein, sur la table. L'objectif, c'est de rendre professionnelle ou en tout cas semi-professionnelle, environ 200 joueuses en plus d'élite 1, donc c'est assez énorme. À voir dans les faits, hein, comment ça va fonctionner. Donc ça va de pair. Donc il faut voir voilà, qu'on a quoi, plus 38% de licenciés en un an chez les filles. Donc les chiffres parlent. Et puis ce week-end, ça va être historique, hein. Le final, on va battre un record d'affluence dans un stade pour un match féminin et qui sera certainement dans pas mal d'années, hein, parce que Twickenham est un stade emblématique. On est en Europe, il y a plus de monde qu'en Nouvelle-Zélande il y a 3 ans. Voilà, il va falloir garder le positif, quelle que soit la finalité pour l'équipe de France samedi midi. Mais en tout cas, ça restera une Coupe du Monde historique dans pas mal de points. Et je pense qu'il faudra effectivement qu'on garde le positif et voir ce que ça va apporter dans un avenir assez à court et moyen terme. Avec un gros espoir que les Canadiennes l'emportent quand même. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça la question, c'est qui va gagner le final. Et franchement, j'espère que c'est Canada. Ah ben, Amélie pense que les Anglaises vont gagner. Mais elle préférait que ce soit les Non, c'est Canadiens. pas, je sais pas, en fait, je suis partagée. Ça va être une très belle finale, ça, c'est une évidence. Je suis partagée sur est-ce que, mais vraiment, j'ouvre le débat, hein. Est-ce que avoir tout mis en œuvre en professionnalisant le rugby chez les Anglaises, et ce serait la preuve que ça fonctionne. Est-ce qu'il faut ça pour que ça ouvre les yeux aux autres? Et en même temps, ces Canadiennes, t'as l'impression qu'elles sortent de nulle part parce qu'on les voit jamais jouer sur la scène internationale et elles sont monstrueuses. Et leur 2e place au classement mondial, ben, elles l'ont clairement pas volé. Et ce serait tellement beau, quoi. Ouais. Elles sont intraitables en défense. À voir. Ça va être, on va avoir de très très grandes choses de rugby samedi. Ça va être énorme. En tout cas, ça va être, voilà. Ne ratez pas le match. Bon, tu vas pas cette fois, regardez le match de l'année. Amélie, parce que non, Et ça va non, quand j'ai même. pas, en vrai, hein, j'avais postulé. Non, mais j'aurais pu, mais j'ai pas eu de place. C'est au tirage au sort, hein, pour la Coupe du Monde. D'accord. J'ai pas eu de place pour cette finale. Donc, on n'a pas un budget, un pack de potes pour m'envoyer? Attends, je vais demander au trésorier. Merde, je sais pas où il est. On a rien. Les gens nous écoutent, si vous voulez financer. Là, puis en plus, on est encore passé à la télé avec monsieur. Ouais, j'ai vu, t'as avant passé. le match. Vous êtes clairement des stars. Ouais, grave. Écoute, en tout cas, revenez pour la semaine prochaine, ça c'est certain, on va parler de ce match. Il faut que on parle rapidement de top 14 quand même. Écoute, c'est Lyon en tête, avec qui a le seul qui a gagné tous ses matchs pour l'instant. On va voir Bordeaux-Bègles juste après avec Pau et Toulouse en position 3 et 4. Toulon n'a pas pu jouer ce match ce week-end contre La Rochelle. Et je vous laisse tous les deux parler de vos équipes. Allez, numéro 6 actuellement, c'est Racing qui a gagné 2 matchs, a perdu 1. Racing, comment tu le sens cette année, mon cher Théo? Écoute, j'ai été un petit peu embêté par leur
entrée en matière à Lyon. Et puis en fait, ils ont fait une mi-temps complètement irréelle contre l'UBB la semaine dernière, où ils menaient, j'ai vu, de 30-3 ou un truc comme ça. Enfin, je me rappelle pas, mais quelque chose de cet ordre-là, et où ils ont finalement gagné en se faisant bien remonter en deuxième mi-temps. Mais à ce match-là, on a bien vu les qualités assez extraordinaires qu'ils ont, en particulier derrière quand même, et de jeu global et de qualité derrière, avec Nathan Hughes, le Fidjien d'origine, enfin l'Anglais d'origine fidjienne, qui joue numéro 8, qui est un gros client. Je connaissais pas très bien ce joueur, il vient d'arriver, je pense qu'il va faire très mal dans le championnat de France, parce que c'est vraiment un joueur à impact. Et en plus, je pense que c'est un mec assez charismatique. Donc, cette équipe avait aussi besoin certainement d'un patron avec la retraite d'Henri Chavancy, le départ de Lan Le Garec, etc. Et j'ai l'impression que ça pourrait devenir le patron de cette équipe avec, voilà, derrière des qualités extraordinaires. Et ils ont été gagnés à Perpignan avec une équipe assez remaniée. Donc, voilà, je pense que ils ont changé beaucoup de choses. J'étais pas un super grand fan de Collazo comme entraîneur. Mais sur le papier, pour l'instant, ça semble fonctionner avec 2 prestations sur 3 qui sont complètement à la hauteur de nos attentes. Ouais, bah écoute, on a parlé de Nathan Hughes avec Didier Plana la semaine dernière. On a fait un petit tour de toutes les différentes équipes et il avait dit oui, il sortait exactement de Japon. Et en fait, c'est quelqu'un qui a toutes les nationalités. Il aurait pu jouer un peu partout. Il a dit tous les îles, en gros, plus l'Angleterre. Donc vraiment un joueur qui crève l'écran ce début de saison. Stade Français, on va dire c'est un victoire et 2 défaites. Donc ils sont derniers, Montpellier. Ils sont 10e actuellement. Comment tu sens ton équipe, Amalie? Alors moi, pour le coup, j'ai découvert les scores hier en rentrant parce que j'étais complètement déconnectée de ce qui se passait au top 14. Bon, je me dis qu'un petit point à l'extérieur, bonus défensif, c'est pas si mal. Mais quelle pléiade d'essais. En tout cas, les gens en ont eu pour leur argent. À 42-37, incroyable tous ces points. À eux deux, ils ont mis voilà, autant de points que Bordeaux en a foutu à Montauban. Ça va être une année très très longue, Montauban. Et donc j'ai découvert en descendant de l'avion hier la déroute toulousaine à Montpellier. J'ai beaucoup rigolé en voyant le coup de gueule de Hugo Mola qui est venu se présenter tout seul en conférence de presse, si j'ai bien compris. Et voilà, qui a recadré ses joueurs, pas content du tout. Donc voilà. Et c'était pas de petite équipe non plus. J'ai vu que c'était carrément tous les titulaires. Donc assez étonnant qu'il marque que 14. L'autre chose aussi, Clermont a mis 50 points contre Pau ce week-end. Donc en fait c'était carrément le week-end du 40-50 points quoi, parce que Castres a mis 48 contre Bayonne. C'est incroyable. Beaucoup d'essais dans ce top 14. On va parler rapidement de Pro D2. Dans les nouvelles, mon petite équipe de Carcassonne qui est les nouveaux entrants que j'ai vu cet été, ils ont perdu contre Agen, mais il me semble que tu peux être content. Toi aussi, Théo, t'aimes bien Vannes. Oui, moi j'adore Vannes, j'aimerais les voir remonter. Et là, ils sont bien partis pour avoir une saison entre guillemets assez dominante. Voilà, sur ce championnat. 40 grains à Provence Rugby, c'est pas rien. Provence, c'est pas une petite écurie. Donc ils ont montré un festival offensif et de très belles choses. Ouais, moi aussi, je suis très contente forcément. Les Bretons, Colomiers, nos voisins ici à Toulouse, font un très très bon début de saison. Vivement que les Bretons débarquent ici pour qu'on puisse voir ce match en live. Mais en tout cas, voilà, ils répondent présent. Des fois, d'arriver de top 14, ça peut faire mal de revenir en Pro D2. On a vu des équipes comme ça plus galérer ou des anciens finalistes avoir des débuts de saison accrochés. En tout cas, pour l'instant, ça répond présent. Moi, je suis contente. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, grand plaisir de parler de tous ces matchs. Et bien sûr, il faut regarder les 2 matchs Coupe du Monde féminine la semaine prochaine. Regardez un peu de Top 14, pourquoi pas. Surtout, aller sur les différentes sites, surtout Facebook. Vous pouvez mettre des petites photos comme certains de nos super écouteurs. C'est vraiment un grand plaisir de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Oui, Thierry, moi, je voulais aussi dire un tout petit mot sur les championnats du monde d'athlé, parce que quand on aime le rugby, on aime le sport, et quand on aime le sport et qu'il y a des championnats du monde d'athlé, on est un peu scotché parfois devant certaines épreuves. J'ai été complètement bluffé et fasciné. Alors, je l'avais vu gagner le 3000, je crois, la Ligue de Diamant.
Jimmy Gressier, qui a été quand même champion du monde de 10 000 mètres devant les Éthiopiens, les Kenyans, etc. Un petit blondinet de Boulogne-sur-Mer au destin totalement improbable de coureur de demi-fond et de fond. Il a remis ça en allant chercher la médaille de bronze au finish aux 5000 mètres. Donc, je veux vraiment lui tirer mon chapeau et donner toute mon admiration pour son parcours, tant on sait que c'est dur, les courses d'endurance. Souvenir pour tous ceux qui galéraient à l'endurance à l'école. Imaginez ce que c'est que faire des compètes sur 10 000 mètres face à des Kenyans et les battre en finale de Coupe du Monde quand vous êtes né à Boulogne-sur-Mer. Je pense que c'est une sorte de sommet. Et en parlant de sommet, je peux pas m'empêcher aussi de vous inviter à regarder le saut à la perche de Armand Duplantis, Mondo Duplantis, et la barre de 6,30 mètres en saut à la perche. Je rappelle qu'à la perche, pendant presque 20 ans, le record c'était 6,14 m de Sergei Bubka, 6,15 m peut-être. Ensuite, il y a eu 6,16 m Renaud Lavillenie, et là, il est dans une autre galaxie. Donc, j'ai une photo que je vous enverrai, je la mettrai sur le Facebook d'ailleurs, de ce que c'est que passer 6,30 m à la perche. C'est quelque chose d'absolument dingue. Et ce garçon est un extraterrestre. Voilà. Donc je voulais faire un petit clin d'œil pour ces deux belles choses. Et puis j'étais aussi assez bluffé. Je trouve que ça évolue par la fraternité qu'il y a entre les athlètes sur le stade. Je trouve ça très beau. On voit qu'il y a des groupes d'entraînement qui traversent les nationalités, et pour beaucoup, en fait, ils se connaissent parce qu'ils se voient dans les championnats, puis parfois ils s'entraînent ensemble. Et on voit que il y a bien sûr les gagnants qui sont plus heureux que les perdants, mais il y a aussi un respect immense entre eux, du respect de l'adversaire, de la fraternité, de l'amitié. C'est des très belles leçons aussi. Il n'y a pas que le sport co qui apporte ça. Ça fait plaisir de voir ça. Voilà, j'étais un peu long, mais c'était mon petit quart d'heure championnat du monde d'athlète. Allez, là, on revoit son côté entraîneur en espoir, Mali. Est-ce que toi, tu as un petit clin d'œil pour un autre sport, au cas où? Non, j'ai suivi pareil les mondiaux d'athlétisme, Jimmy Gressier, qui vient du même petit bled que Franck Ribéry. Absolument. Et j'ai trouvé sa dernière ligne droite est incroyable, et ce mec a donné envie de courir, quoi. J'ai adoré parce que justement, si vous êtes sur les réseaux, il a eu une conversation de lui avec ses copains quand ils étaient jeunes, en disant est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à performer, etc. Je crois que la conversation, elle a 10-12 ans peut-être. Et t'as pareil, hein, tu parlais de notre Suédois extraterrestre qui a publié pareil des photos de lui avec ses copains il y a plus de 10 ans, et qui au bon Dieu ont eu des médailles. Et je trouve ça beau, en fait, ces amitiés qui perdurent au fil des compétitions, et tu sens que les mecs, ils sont restés les mêmes, et ils ont les mêmes copains de sport qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, et ils sont contents les uns pour les autres, et c'est ce que j'ai trouvé ça beau, au-delà de leur performance, médaille d'or, records mondiaux, de voir que les mecs, ils sont restés simples. J'ai kiffé, j'ai adoré suivre leurs différentes publications sur les réseaux. J'ai pensé que vous allez parler de l'équipe de France féminine de militaire. Mon cher Théo, toi qui as joué pour l'équipe de France militaire de rugby. J'ai vu qu'elles sont championnes du monde. Oui, ils sont championnes du monde. Ils ont battu. J'en ai une. Il y en a une chez nous, les gars, qui malheureusement n'a pas joué parce qu'elle était le joker médical. Elle était la numéro 23, mais on a une championne du monde. Ouais, on a une championne du monde chez les Tuquettes. Ouais. Les Tuquettes ne rigolent pas du tout. Ouais. C'est sûr que en fait, la NFL a démarré aux États-Unis. Tu vois, ça fait quelques semaines, etc. Mais je regarde plus. En fait, je suis tellement capturé par tout le joli rugby qu'on voit en ce moment. C'est vraiment trop un plaisir, et c'est trop un plaisir de passer ce moment ensemble. Donc, et avec vous, nos chers écouteurs. Donc, revenez la semaine prochaine pour parler encore de rugby. Allez, à très très bientôt. Ciao tout le monde. Salut à tous.